Bienvenue là, aux Midi-conférences présentées par Paul Morin, qui est professeur à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke et membre de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux, et Jasmine Neal, qui est son étudiante de maîtrise et auxiliaire de recherche sur le projet qui est présenté. Jasmine aussi, tout un background là, de plusieurs années comme travailleuse sociale au CIUS dans des programmes jeunesse. Puis, donc, je me présente, Jean-François Allaire, je suis coordonnateur de l'Axe développement des communautés, puis de l'Axe développement de l'enfant dans sa famille et sa communauté à l'Institut. L'Institut, c'est une désignation du ministère et des fonds de recherche au CIUS. Et on a un regroupement de chercheurs qui collaborent en lien avec des recherches qui sont ancrées dans les milieux de pratique. Aujourd'hui, bien, on présente un projet qui a été mené avec deux quartiers à Sherbrooke, les résultats de ce projet-là. Qui a pour titre là, Impact de la COVID-19 auprès des ménages accueillis comme réfugiés à Sherbrooke, dans Scott et Jardin-Fleury. Peut-être juste vous rappeler là, de laisser vos micros fermés et vos caméras fermées pendant la présentation. C'est enregistré. En fait, c'est la présentation qui est enregistrée pour pouvoir être rediffusée en cas de besoin là, que les personnes n'ont pas été présentes. Donc, je cède là, tout de suite la parole à Paul et à Jasmine pour débuter leur présentation. Donc, bonne présentation, bonne midi-conférence. Merci. Merci Jean-François. Donc, bienvenue, merci d'être présent avec nous. Jasmine et moi-même, on s'est partagé là, la présentation. Ce qui est important de peut-être dans un premier temps, de vous dire pourquoi là, ça ne veut pas bouger. Là, ça ne bouge pas, Jean-François. Je n'ai pas de jeu là, pour bouger les Même avec les flèches ou si tu cliques avec ta souris, ça ne bouge pas dans un sens ou dans l'autre. Ah, OK, avec la souris. Oui, avec la souris. Désolé, merci, faux départ, on reprend ça. Écoutez, donc, dans le fond, je débute et bon, par la suite, Jasmine va prendre le relais et je reviens et bon, Jasmine termine. Donc, dans un premier temps, présenter le contexte de la recherche. C'est notre deuxième présentation. Donc, c'est une recherche qui a été financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et donc l'objectif principal, c'était d'identifier les principaux enseignements issus de la pandémie dans les quartiers là, de Jardin-Fleury et d'Ascot en regard avec l'intervention, des pratiques d'intervention de quartier. Donc, on a déjà fait une première présentation l'année passée dans une première phase de la recherche et ce qu'on a pu distinguer et présenter lors de cette première présentation-là, il y a aussi un élément contextuel. Pour les gens qui connaissent les deux quartiers, il n'y a pas vraiment de surprise, là, mais c'était tout l'enjeu, effectivement, là, de l'impact de la pandémie de COVID-19 chez les personnes issues de l'immigration dans ces deux quartiers-là. Et donc, on s'est dit, dans le fond, c'est important là, de faire une phase 2 là, de cette recherche-là, plus ciblée justement sur l'impact de la pandémie au niveau là, des personnes issues de l'immigration dans ces deux quartiers-là, qui sont des personnes essentiellement des ménages avec le statut de réfugiés. Donc, comme dans la première phase, c'est une recherche là, essentiellement qualitative, pardon. Donc, on a fait 19 entrevues dans cette deuxième phase-là et donc, je salue le travail là, de Jasmine là, qui a fait ces entrevues-là. Donc, on a rencontré des intervenantes d'organismes communautaires, de services de garde, de milieux scolaires, policiers communautaires, d'adolescents et adultes, de résidents dans ces deux quartiers-là et issus de l'immigration. Et donc, des fins justement là, de recherche, on a de présentation, on a identifié là, 3 grandes catégories là, sur lesquelles on a ciblé notre présentation aujourd'hui. Donc, des enjeux au niveau effectivement des familles issues de l'immigration. Là, on va parler par exemple des enjeux d'intégration, d'isolement social, des enjeux au niveau financier, du logement. Une autre catégorie, on va vous présenter des aspects qui ont trait justement au niveau préscolaire, au niveau primaire, au niveau secondaire.
secondaire tel que ça a été vécu par ce que les jeunes nous ont dit. Et aussi, on a ciblé dans la présentation, bon, une communauté sur laquelle on veut attirer votre attention, qui est la communauté des personnes issues de l'immigration, des ménages ici venus au Québec, au Canada, comme avec le statut de réfugié, issus de la RCA de la République centrafricaine, dont certains de ces ménages-là sont arrivés immédiatement avant la pandémie, en janvier, février. Et bon, c'est une communauté là, qui a vécu ça de façon assez difficile. Et bon, on va vous présenter justement nos résultats là, par rapport à cette communauté-là. Donc, par rapport aux familles, de qu'est-ce qu'on a pu effectivement constater? Bon, c'est un aspect là, qui est vraiment très important. C'est tout l'aspect, là, quand on parle des ménages de réfugiés, bon, certains de ces personnes-là, des adultes, vont travailler, donc ils ont perdu beaucoup leur emploi. Donc, on a pu constater une augmentation de la précarité financière et avec différents aspects là, qu'on a pu effectivement distinguer dans les entrevues. Donc, une augmentation du coût de la vie liée au confinement, des pertes d'emploi, une précarité des emplois, un abandon pour rester à la maison suite aux fermetures des écoles. Il y avait tout un aspect administratif que les gens nous ont dit, qui ont pu constater les intervenants aussi, c'est-à-dire des difficultés à recourir aux aides gouvernementales, aux aides financières gouvernementales, dont en termes d'assurance emploi, la PCU, parce que bon, il y avait une méconnaissance justement des aspects administratifs et il y avait des besoins d'accompagnement et malheureusement pour certains ménages, ils n'ont pas eu d'accompagnement qui leur aurait été utile. Et parfois, ils ont eu effectivement des enjeux au niveau de l'insécurité alimentaire qui se traduisaient par des difficultés d'approvisionnement au niveau là, des denrées de base. Et par exemple, ici, une phrase là, qui provient, un verbatim, pardon, qui provient d'un intervenant, c'est des gens qui vivent au jour le jour. Ils font un travail au salaire minimum qui leur permet juste de répondre aux besoins de base. Donc, quand vient une situation comme la pandémie, ils sont les premiers à être frappés et ça a été le cas. Parce qu'on a vu que beaucoup ont perdu leur emploi, les entreprises ont fermé, il y en a d'autres qui ont été en congé, tu comprends? Donc, ils étaient vraiment les premiers visés. Ils ont été les premières victimes de la pandémie. Donc, ici, ces propos-là d'un intervenant singularisent bien. Bon, tout le monde a son expérience là, de la pandémie, mais bon, pour les ménages issus de l'immigration avec le statut de réfugié, on peut, je pense, effectivement, à bon droit, qualifier et dire que ces personnes-là étaient dans des personnes vulnérables et donc qu'ils ont vécu vraiment plusieurs ont vécu de façon vraiment très difficile cette pandémie-là. En regard justement de cet enjeu-là qu'on vient de dire au niveau là, de précarité financière. Au niveau de l'augmentation de l'isolement, donc par rapport à plusieurs de ces ménages-là, il y a des enjeux au niveau là, de leur barrière linguistique qui leur limitait l'accès à l'information. Bon, il y a plein d'organismes communautaires notamment qui ont cherché justement à briser cette barrière linguistique-là, mais malheureusement, il y en a quand même certains ménages là, qui l'ont vécu difficilement. Un confinement qui renforçait un isolement qui était déjà présent pour certains de ces ménages-là. On a constaté aussi, il a été constaté, pardon, une méconnaissance des technologies suggérées comme des alternatives pour faire des courses, pour communiquer avec les établissements, les écoles, donc en termes de courriels, de réseaux sociaux, d'épiceries, de pharmacies en ligne. Donc, par exemple, ici, un verbatim, c'est sûr qu'il y avait des problèmes déjà existants comme l'isolement social et le manque de réseau social. Donc, ça a été aggravé. Et vu que le gouvernement disait isolez-vous, isolez-vous, les familles immigrantes ont réussi à comprendre le message et s'isoler. Ils se sont isolés vraiment complètement. Donc, ici, on peut dire une phrase très parlante là, pour employer cette expression-là. Ils ont été des bons citoyens, ils se sont isolés, mais on pourrait quasiment dire que c'est un sur-isolement qui a embarqué sur un isolement, malheureusement, pour certains ménages qui était effectivement déjà présent.
Et finalement, par rapport à la dernière dimension sur laquelle on a attiré notre attention lors des entrevues, c'est l'effet sur l'inclusion sociale. Donc, des cours de francisation en ligne non adaptés à la réalité des familles migrantes, donc les enjeux de gestion de plusieurs membres de familles scolarisées en ligne, méconnaissance de la technologie, bon, pour employer un terme, tout l'enjeu de la littératie, avec des coupures dans les services d'accompagnement nécessaires à l'adaptation des nouveaux arrivants en termes de services de santé, d'organismes et d'institutions financières. Donc, des enjeux ici importants justement au niveau de l'inclusion sociale. Et donc, ici, une dernière citation, il y a des parents qui ne consultent pas les courriels. Alors, on a commencé à aider certaines familles à remplir des formulaires pour le matériel d'école gratuit, le linge. Comme je vous dis, on avait commencé avec les jeunes, mais ça, c'était le service des parents. C'était les parents qui devaient faire, mais vu que manque de connaissances, ils ne savent pas ces services, on travaille ces volets-là, même si vraiment ce n'était pas notre travail. Donc, ici, un peu comme on l'a constaté dans notre première phase euh, de présentation de la recherche, plusieurs organismes communautaires ont débordé de leur mandat, même si ce n'était pas leur travail, compte tenu de la situation, ils ont effectivement là, débordé de leur travail pour répondre aux besoins. Il s'en est un ici, effectivement, là, qui est bel et bien mentionné. Donc, si je comprends bien, c'est moi qui ai le contrôle, Jasmine, c'est ça? Donc, il faut que j'avance, c'est ça? Voilà. Allons-y. Merci. Maintenant, pour le volet des jeunes 0-17 ans, on a fait des entrevues avec des jeunes eux-mêmes, puis des intervenants là, de différents milieux qui intervenaient avec les jeunes des familles immigrantes. Donc, on a divisé ça en préscolaire, primaire et secondaire. En ce qui concerne l'impact de la pandémie pour les jeunes de préscolaire, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a eu une diminution de la fréquentation dans les services de garde. Il y a beaucoup de familles qui ont complètement retiré la fréquentation des services de garde pour leurs enfants. Donc, effectivement, chez ces enfants-là qui étaient présents en service de garde pour l'assimilation, pour l'intégration, bien, il y a eu des pertes d'acquis au niveau développement moteur, langagier, social. Il y avait aussi une grande difficulté chez les parents dans l'application des mesures sanitaires. Donc, je peux-tu rentrer dans le service de garde? Je ne peux pas. Il y avait des petites pastilles pour suivre le chemin. Puis là, ben, il y avait comme eu beaucoup de fluctuations aussi dans les consignes gouvernementales. Dès qu'il y a un symptôme, on n'y va pas. Maintenant, tel symptôme est accepté. On ne peut pas. Donc, puisque les règlements changeaient beaucoup, mais il y a eu encore plus de confusion pour ces familles-là. On peut changer de... Au niveau primaire. Au niveau primaire, un des gros impacts qui a été constaté, c'est qu'il y avait peu de soutien et de supervision dans l'utilisation des technologies pour la scolarisation en ligne. Et c'était généralement par manque de connaissances et par barrière de la langue. Donc, quand on n'est pas capable de nous-mêmes lire un écran ou contrôler savoir comment ça fonctionne, l'école en ligne, mais c'est difficile de supporter ces enfants et de les superviser. Il y a eu vraiment une coupure au niveau de la communication entre l'école et les familles. Donc, il y avait des milieux scolaires là, qui ont eu une perte de contact complet avec certaines familles. Puis, il y a aussi une grande fatigue et irritabilité qui a été constatée chez les élèves, particulièrement vers la fin de l'année scolaire 2021-2022. On peut changer de diapo. Citation d'une intervenante là, qui travaille avec les jeunes des familles immigrantes dans un local pour l'aide aux devoirs. Elle disait que, tu vois, au niveau des jeunes, cette année, on les a sentis plus fatigués à la fin de l'année, vraiment plus. Le local ferme à 6 heures et à 5h30, ça commençait à péter. Beaucoup de crises, ils avaient des difficultés au niveau relationnel, on les sentait impatients. Donc, ça a été constaté là, dans les milieux que fréquentaient ces jeunes-là. On peut changer. On peut changer de diapositive. Je ne sais pas pourquoi. Non. On va y arriver. Secondaire. Oui, avant. Voilà. Je dirais que dans toute l'information qu'on a recueillie dans cette recherche-là, c'est vraiment les jeunes secondaires qui ont été le plus affectés, en tout cas dans les quartiers Jardin-Fleury par la pandémie. Ce qui a été constaté en premier lieu, c'est une
perte de motivation scolaire chez les adolescents liée à l'école en ligne et les fermetures successives des écoles, le retour, on ferme, on revient à l'école. Donc, il y a une perte de motivation puis une augmentation des échecs académiques directement liés avec un manque de suivi puis un manque de motivation. Dans la rentrée scolaire 2021-2022, il y a aussi un taux important de décrochage scolaire chez les jeunes de 16 et 17 ans issus des communautés culturelles dans le but d'aller travailler. Dans le fond, la pénurie de main-d'œuvre fait qu'il y a eu beaucoup d'opportunités de petits emplois avec salaire minimum. Donc, il y a plusieurs jeunes qui ont tout simplement décroché de l'école pour aider la famille, puis avoir un emploi, puis contribuer aussi. Donc, moi, je pense que ça semble avoir été en tout cas un facteur facilitant. Au niveau aussi des impacts chez les jeunes de niveau secondaire, il y a eu une augmentation de la cybercriminalité. Donc, il y a eu des leurres, de l'intimidation, de l'incitation au crime, beaucoup plus pendant la période de pandémie. Il y a eu plusieurs conflits et bagarres qui ont été constatés, qui sont rapportés dans les écoles secondaires lors de la rentrée scolaire 2021. Les services policiers ont dû intervenir à plusieurs reprises. Puis, pendant surtout les périodes de confinement, bien entendu, il y a eu un bris d'accompagnement dans les services, dans le milieu scolaire, dans les programmes jeunesse. Donc, les jeunes se sont retrouvés sans service alors qu'ils étaient dans une période encore un peu plus vulnérable. Donc, on peut changer. J'ai pris plusieurs petites citations que je trouve intéressantes qui illustraient bien la réalité des jeunes secondaires. Puis ça vient tout d'un policier communautaire parce qu'il était très, très intéressant. Donc, ce qu'il nommait, c'est que c'est surtout une augmentation de l'agressivité, une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'une famille qui a 1 ou 2 enfants, je pense que ça se fait quand même mieux. Puis c'est des familles qui étaient beaucoup plus nombreuses. Donc, l'école prêtait des appareils. Donc, si on a 3, 4 enfants, ils sont dans leur chambre, il n'y a plus de contrôle. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là aussi, quand il disait que l'école en ligne, c'était la meilleure des pires solutions. Puis concernant les bagarres, là, donc entre les étudiants, septembre vraiment, l'école a commencé en fin août, mais en septembre, on a eu des bagarres comme on n'en a jamais eu dans toutes les écoles, des bagarres organisées. On en a eu beaucoup, beaucoup de conflits. On dirait que les jeunes ne savent plus se parler. Ils ont longtemps été isolés, séparés. Donc, c'était des jeunes beaucoup issus des communautés interculturelles qui étaient impliqués dans ces bagarres-là. Au niveau de la communauté centrafricaine, avant de parler de l'impact de la pandémie, on voulait faire un petit aparté contextuel par rapport à cette communauté-là parce qu'il faut remettre en contexte un petit peu pourquoi cette communauté-là a été si impactée. Donc, on doit premièrement considérer que c'est une communauté qui a éprouvé une trajectoire migratoire très éprouvante dans un contexte de guerre. Ils ont vécu de nombreuses années dans des camps de réfugiés ou en pays de transit avant l'arrivée au Canada. Certains membres de cette communauté-là ont vécu la majeure partie de leur vie dans les camps. En raison de leur vécu dans les camps, il y a un très faible taux de scolarisation, donc ce qui peut expliquer certaines difficultés. Un nombre important, comme disait Paul, un nombre important de ces ménages est arrivé peu avant la pandémie. Donc, ils sont arrivés, puis pouf, le monde a arrêté de tourner. Puis c'est des familles souvent nombreuses avec des complications au niveau de santé à leur arrivée. Donc, on peut changer. Donc, les impacts de la pandémie chez cette communauté-là, en fait, cette communauté-là a vécu tout ce que chaque communauté qui a un faible niveau d'alphabétisme et un faible niveau de scolarisation qui a complexifié l'adaptation à la situation pandémique. Donc, premièrement, la barrière de la langue qui limite la compréhension de la crise sanitaire, des mesures, des dépistages et des traitements. Donc, juste réussir à suivre ces mouvements-là, c'était complexe. La fracture numérique qui accentue l'isolement et les difficultés pour les organismes à les rejoindre. Donc, c'est certain que quand on n'est pas capable d'utiliser les technologies qui s'offrent à nous pour s'informer, pour communiquer, on est isolé. Méconnaissance des programmes d'aide gouvernementale et incapacité à en faire les demandes. Donc, tout ce qui était PCU pour les petits travailleurs aussi qui devaient demander du chômage. S'il n'y avait pas d'assistance, s'il n'y avait pas d'accompagnement, c'est très complexe pour eux. Puis, il y avait une barrière aussi à l'employabilité, ce qui rendait la situation encore plus complexe.
Autre impact de la pandémie, c'est une augmentation de la précarité financière. Il y avait peu de connaissances sur les ressources d'aide. Ça allait beaucoup de bouche à oreille dans la communauté. Il y avait également aussi un faible taux de vaccination qui a été constaté chez cette communauté-là, puis beaucoup de croyances erronées là, sur les systèmes de santé, sur les vaccins, sur l'existence même du virus aussi. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues dans notre recherche. Autre fait qui est ressorti, c'est qu'il y avait peu d'entraide entre les membres de la communauté, beaucoup d'isolement. Les demandes d'aide étaient surtout tournées vers les organismes du quartier qui étaient visibles pendant cette période-là. C'est une communauté aussi là, qui était très, très axée sur la foi et sur la prière. Donc, ça a été un de leurs principaux mécanismes de résilience, avoir la foi. On peut changer. Donc, puis on arrive aux recommandations. Ce qu'on a cherché à faire là, dans le cadre de ce projet-là, c'est d'amener des recommandations là, dans l'optique, effectivement, là, que la recherche puisse accompagner et faire en sorte là, qu'il y ait des réponses, idéalement, là, à ce qui était constaté sur le terrain. On n'est pas les seuls chercheurs, là, loin de là, qui se sont intéressés là, à la situation vécue. Là, d'autres chercheurs, d'autres collègues ont fait des recherches justement au niveau de façon plus large sur les communautés culturelles et l'impact de la pandémie. Bon, nous, on a ciblé plus ici à Sherbrooke dans ce projet de recherche-là au niveau de 2 quartiers par rapport aux familles qui ont comme dans ces 2 quartiers-là, souvent, bon, en situation de vulnérabilité. Donc, au niveau des familles, donc, nous, en fonction effectivement de ce qui a été constaté sur le terrain, bien, en cas de reconfinement, éviter la rupture de services d'accompagnement parce que, bon, malgré que, oui, il y a eu des organismes communautaires qui ont débordé de leur mandat, en termes de services d'accompagnement, plus spécifiquement pour l'organisme là, qui a le mandat, il y a eu un bris de service là, qui a été constaté. À favoriser le dialogue afin de connaître les besoins des communautés et de les impliquer dans la recherche de solutions. Donc, ça implique bon, un dialogue constant. Ils vont travailler effectivement, là, pas attendre les situations de crise, mais d'être à l'écoute, attentif à ce qu'ils ont vécu et à leur intégration, à leur inclusion dans la communauté. On a mis aussi, bon, par rapport à des recommandations plus spécifiques par rapport au milieu scolaire, mais bon, de façon plus générale, on met de l'avant de l'importance d'améliorer la communication entre le CIUS et l'Estrichus, la commission scolaire de Sherbrooke et les organismes communautaires afin d'offrir des services adaptés et en complémentarité. L'importance aussi d'offrir un accompagnement aux nouveaux arrivants dans l'acclimatation au service. L'importance de contrer la fracture numérique en offrant du matériel technologique et un accompagnement des adultes allophones dans l'utilisation du matériel et soutenir financièrement et offrir une plus grande attitude d'intervention aux organismes communautaires. Donc, ça va encore une fois, ça va tout dans le sens des constats de la première phase de la recherche qui mettait l'accent notamment sur l'importance d'augmenter le financement et d'avoir une plus grande attitude d'intervention au niveau des organismes communautaires. Et donc là, maintenant, au niveau des jeunes 0-17 ans, c'est à Jasmine. Donc, au niveau des jeunes 0-17 ans, attendu que la socialisation, c'est un déterminant majeur dans les développements socio-affectifs des jeunes. Attendu aussi que les fermetures et les réouvertures des écoles ainsi que la scolarisation en ligne semblent avoir affecté beaucoup la motivation scolaire des jeunes. Il est recommandé de poursuivre les activités académiques en présentiel dans l'éventualité d'un reconfinement. Donc ça a été unanime dans tous les intervenants à qui on a parlé, mais aussi les jeunes eux-mêmes qui disent que le fait d'avoir été retirés aussi longtemps de leur milieu social, de leur milieu d'apprentissage aussi, ça a eu un impact majeur. Donc, ça a été unanime qu'en éventualité d'un autre confinement, de trouver d'autres alternatives au bris total là, de la scolarisation. Autre recommandation, donc attendu que le soutien des parents est fondamental dans les réussites académiques, on le sait, si les parents sont plus au courant de l'évolution de leurs jeunes, on a un plus grand risque là, de désintérêt, de démotivation scolaire. Attendu que la surveillance parentale dans l'utilisation des technologies
a été un enjeu majeur pendant la pandémie. Donc, il y a eu beaucoup peu de surveillance, pardon, au niveau de l'utilisation des technologies qui a mené à de la cyberintimidation, beaucoup même de la cybercriminalité. Il y a eu une augmentation de la cybercriminalité, justement, et que l'utilisation des technologies dans le milieu scolaire est maintenant ancrée. Ça a été utilisé, là, amorcé avec la pandémie et on va être d'accord que c'est là pour rester. Donc, attendu tous ces facteurs-là, il est recommandé de développer des séances d'information qui sont destinées aux parents nouvellement arrivés sur l'utilisation, la gestion, les risques du matériel technologique. Si on arrive à donner cette information-là aux parents nouvellement arrivés, des petits trucs, des façons de rester à l'affût de qu'est-ce que son enfant fait sur Internet, comment on peut aller sur Internet de façon sécuritaire, ben, on risque de diminuer les facteurs de risque grandement. Considérant aussi qu'il y a une perte de motivation scolaire et de décrochage pendant la pandémie, il est recommandé de maintenir les services de soutien aux jeunes dans l'éventualité d'un reconfinement afin de leur offrir de l'écoute, de la guidance et de l'accompagnement. Donc, ça a vraiment été un trou majeur pendant la pandémie, là, le vide de services pour ces jeunes-là. Puis ça, ben, ça interpelle en premier lieu là, la commission scolaire qui doit faire preuve de leadership dans ce dossier-là. Puis de consolider financièrement les organismes communautaires qui œuvrent auprès des jeunes, parce que les organismes interrogés, c'est un peu le signal qu'ils nous ont en disant on a besoin d'être un peu plus alimenté là, financièrement pour pouvoir répondre aux besoins de ces jeunes-là dans des situations comme ça, parce que c'était vers eux que les jeunes se retournaient particulièrement, là, pour ne pas les nommer, les maisons des jeunes. Au niveau de la communauté centrafricaine, j'apporte rien de nouveau en disant qu'il faudrait vraiment faciliter l'accès à l'alphabétisation et à la francisation aux adultes en offrant des horaires et des cours en présence adaptés à leurs besoins et même en situation de reconfinement parce que la formule en ligne n'a pas fonctionné du tout. Donc, trouver une façon de maintenir ça. Offrir aussi de l'information accessible sur le fonctionnement du système de santé et des services sociaux, comment ça fonctionne, comment on peut s'informer, comment on peut aller se faire dépister, qu'est-ce qu'on fait si on est malade, et un accompagnement pour tout ce qui est démarchage, tous les rendez-vous médicaux, échanges avec les garderies, avec l'école, la gestion des finances, les institutions gouvernementales, parce que c'est beaucoup ça qui était demandé aux organismes communautaires qui étaient proches dans les quartiers, qui étaient proches de ces familles-là. C'était vraiment de l'aide pour tout ce qui, comment je fais pour aller me faire dépister, je veux rejoindre l'école, comment je fais, je veux faire une demande de PCU, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, l'accompagnement est vraiment nécessaire pour ces familles-là. Attendu que cette communauté-là est isolée et connaît très peu les ressources, il serait vraiment intéressant d'aller les rejoindre dans leur milieu. On peut solliciter l'implication des pasteurs. Il y a eu plusieurs pasteurs qui ont été bien dynamiques pendant la pandémie. Donc, on pourrait tirer avantage de leur implication. Puis, on tient à souligner aussi que les maux là, dont souffre cette communauté ne pourront jamais être résolus sans un engagement qui est concerté entre le CIUS, entre la commission scolaire, entre tous les instituts dans le milieu. Puis, le CIUS doit vraiment faire preuve de leadership là, dans la résolution de ces problématiques-là. C'est ça. Et donc, ici, bon, on est en conclusion. Je vais peut-être juste reprendre là, ce qu'on veut dire ici. C'est pas par rapport justement à la communauté là, centrafricaine, d'après notre connaissance là, de ce milieu là, qui demeure quand même partielle, mais d'après ce que les intervenants nous ont dit, on ne peut pas s'attendre là, que effectivement des membres de cette communauté-là, ce serait très surprenant que d'eux-mêmes, ils interpelleraient par exemple le CIUS au niveau de l'action communautaire ou d'autres services. Là. Donc, il y a enfin, on estime, nous, selon notre connaissance du dossier, qu'il y a une importance là, d'être proactif là, par rapport aux enjeux qui sont vécus par la communauté des ménages issus de la RCA, de la République centrafricaine. Parce que, bon,
pour employer une expression, est un peu périlleux dans la demeure et il faudrait effectivement agir auprès de cette communauté-là. Il y a une complexité, on en convient, là, de rejoindre. C'est pour ça qu'on parlait entre autres d'implication des pasteurs, mais bon, bien franchement, nous, on a cherché à les rejoindre, les pasteurs, hein, Jasmine, puis on n'a pas Oui. été capable de les rejoindre. Donc, c'est pas facile, là, bien honnêtement, de pénétrer cette communauté-là et d'avoir une connaissance de cette dynamique-là. Mais toutes les informations sont convergentes. Il y a vraiment une nécessité, là, effectivement, là, d'être au plus proche là, et d'aider à l'intégration de cette communauté-là. Et donc, dans le fond, là, on passerait à la période d'échange, dans le fond, d'approfondissement et on est disponible, là, Jasmine et moi, d'échanger avec vous.